C'était pour moi et pour la municipalité important d'accueillir après le Musée de l'Homme, après Reims, cette expo qui montre différents portraits de la diversité qui ont fait l'histoire de France. Et notre volonté dans les 3 semaines qui viennent, c'est vraiment, et c'est déjà le cas aujourd'hui, que des enfants de nos collèges notamment puissent venir voir cette expo, voir à quel point notre histoire elle est forte de sa diversité, forte de son multiculturalisme. Merci à tous d'être présents ce soir. Bon, vous avez vu, on a fait une petite présentation très... Oh, quel beau mouvement sportif, Naïma, j'adore. Et vous avez vu une petite présentation très rapide, mais on sera là tout à l'heure pour accompagner l'exposition en sortant de cette conférence. L'idée, c'était d'arriver à rassembler ce soir des gens qui ont tous travaillé de manière différente et pas en même temps. Et c'est ça qui est intéressant sur ce projet. Je le disais tout à l'heure, cette idée est née à la fin d'un été avec Madame la Ministre, Nadia, ici présente, et sous la pulsion du Président de la République, de réfléchir à une question qui était au départ, qui paraissait complexe, comment faire pour donner à voir dans notre espace public, et notamment dans les quartiers, une plus grande place et une plus grande reconnaissance à ceux qui avaient fait la France et qui étaient venus de l'ailleurs. Au départ, la question paraît très très simple. Et en fait, elle n'est pas si facile que ça, et je vais commencer par cette question avec toi, Naïma, ça va tomber sur toi. Tu es historienne, donc tu vas pouvoir donner des réponses d'historienne. Tu es une grande spécialiste de l'histoire de l'immigration, notamment de l'Algérie. Tu as travaillé récemment sur le rapport de Benjamin Stora et tout le travail qui est fait sur ici la guerre d'Algérie. Tu as travaillé sur un nombre d'expositions, dont une très très belle actuellement, que l'on peut voir au CNAM, au Musée des Arts et Métiers, Douce France. Rien que ce titre nous donne de très belles images, elle est là-bas jusqu'au 8 mai. Donc tu travailles sur ce matériau. Quand on a travaillé ensemble, on était 18 dans ce conseil scientifique, comment on fait pour trouver des noms sur lesquels à un moment on va sentir qu'il y a une envie commune, un destin suffisamment pertinent, et en fait qui fait l'acceptation d'un collectif, les 18 que nous étions, pour qu'un nom d'un seul coup sorte, je ne dis pas naturellement, mais comme une évidence, suite à notre travail à nous d'historiens. Tous, je le dis tout de suite, les 18 n'étaient pas des historiens. Il y avait des profils très différents. Il y avait Leïla Slimani comme romancière, il y avait des universitaires, il y avait des chercheurs et des penseurs, comme Rachid. Il y avait une diversité incroyable. Et à un moment, on arrivait à se mettre d'accord, parce qu'il fallait être 90% sur un nom. Quelle est ta perception de cette démarche et comment tu la regardes aujourd'hui, maintenant que ces 318 noms sortis de notre chapeau existent? Alors, on a réglé ça dans un combat de boue épique à 18. Blague à part, effectivement, le profil qui était celui des 18 personnalités et de celles et ceux qui ont nourri ce rapport et votre travail d'exposition, c'est bien sûr de convenir à la fois d'une équation qui tienne compte de la notoriété, de la postérité des personnalités ainsi retenues, qui pourrait permettre le consensus, mais qui devait, en filigrane, dessiner la silhouette d'une histoire de peuplement, qu'elle soit le fait de territoires d'outre-mer qui sont le territoire français, qui étaient ou pas sortis de la domination coloniale, et effectivement des enjeux de ceux qui n'étaient complètement méconnus du grand public, mais qui méritaient notre attention, et donc d'entrer dans le patrimoine commun de l'espace public, de la mémoire et de l'histoire, mais également des incontournables qui devaient permettre, à travers cette première liste, parce que je pense qu'on peut le rappeler ici, c'est qu'elle n'est pas exhaustive, permettre aussi de dessiner des grandes tendances et incarner cette histoire de peuplement dans sa diversité, dans sa longévité et dans sa complexité. Une fois que j'ai dit ça, ça ne règle rien. Mais ça nous donne, on va dire, les règles du jeu. Et une fois qu'on est d'accord sur les règles du jeu, à la fois aller vers du très consensuel, très connu médiatiquement, grand public, et en même temps du particulier, ne pas oublier les grandes communautés migratoires, ou en tout cas ceux qu'on va dire pudiquement de la diversité, en tout cas celles et ceux qui restent absents de notre, j'allais dire, mise en récit des territoires. Et l'autre subtilité, peut-être, j'ai raté quelques secondes de ton introduction, donc je m'en excuse. L'autre subtilité, c'est qu'il y a eu des focus locaux. C'est-à-dire que les rues, les territoires, les régions, les villes n'ont pas toutes les mêmes dynamiques de peuplement, ils n'ont pas toutes le même rapport à ces personnalités. On a évoqué Picasso tout à l'heure. Picasso est une personnalité iconique, connue. On a Louis de Funès, c'est l'acteur préféré de mon papa, alors je le signale.
Mais on a 2 fans dans la salle, moi et la personne qui est exprimée. On a aussi des penseurs, des politiques, tu l'as rappelé. Et je pense que certains ont fait plus vite consensus que d'autres, mais il ne s'agissait pas de refaire le ouzou de l'immigration. On n'a pas attendu après nous pour distinguer Pablo Picasso. Même si sa trajectoire dans ses demandes de naturalisation, l'exposition que le musée de l'immigration lui a consacrée récemment, Picasso l'étranger, le rappelait, sa relation à la France n'a pas été un long fleuve tranquille, mais il n'a pas attendu après notre comité pour être réhabilité dans notre mémoire collective. Mais il n'est pas absent. Il fallait à la fois ces évidences et à la fois des personnalités moins connues du grand public, mais qui avaient des réalisations incontestables. Moi qui suis spécialiste de l'Algérie, un Kateb Yassine a été parfois présent dans le programme du bac français, mais je serais curieuse de savoir qui peut me citer du Kateb Yassine dans le texte, qui a lu Nedjma, hormis ceux qui l'ont lu parce qu'un professeur un jour leur a proposé de le faire. On est dans un jeu d'ombre et lumière que nous avons dû arbitrer avec nos sensibilités, nos expertises, notre regard, mais nous avions en commun la bienveillance de n'oublier personne sur le bord de la route. Enfin, sur 3000, on en a retrouvé 318, donc on en a oublié quelques-uns sur le bord de la route. C'était aussi la difficulté. Il a fallu choisir un moment, et nous avons choisi le mécanisme qui est le plus démocratique qui soit à nos yeux. C'est que nous avons pris le bulletin de vote, et à 18, nous votions. Et si 90% d'entre nous étaient d'accord sur un non, bon alors certains renvoyaient des mails après en disant « Oui, mais quand même, on pourrait peut-être voter parce qu'il est vraiment, ou elle est vraiment géniale, mais... » Ne me regarde pas comme ça, je pense que tu as fait partie de certains d'entre eux. Comment c'est inacceptable que... Et c'est comme ça aussi que 90% ont trouvé à un moment cet accord. Et c'était très intéressant parce que ça veut dire que ça a fait émerger, certes des noms, tu viens de le dire, Picasso connu de tous, et d'autres dont les destins nous ont impressionnés nous-mêmes, qui n'étions pas forcément spécialistes de la question. Je pense à des destins de militaires, par exemple, que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas, et qu'on a découvert en faisant ce recueil parce que d'autres, parmi nous, les avaient proposés. Je voulais te poser une question, Achille, sur autre chose, tout à fait différent. À quoi ça sert de parler de personnes qui ont disparu il y a très longtemps, aujourd'hui dans le présent, par rapport à nos enjeux, je dirais presque philosophiques, sociologiques, démocratiques? Est-ce qu'on se sent mieux français? Est-ce qu'on regarde la France autrement? Quel est ton point de vue sur cette question-là? Alors, je rappelle que tu as fait partie, parce que d'abord tu es écrivain, tu es un homme de théâtre aussi, tu es un islamologue, tu es un politologue. Toi qui aimes le théâtre, tu as dû voir qu'une pièce de théâtre va se faire sur un de nos personnages dans quelques jours sur Nakash. Tu as dû rigoler et trouver ça ironique. Donc pardon, j'aurais dû te présenter avant. Et tu as fait bien sûr, comme Naïma, partie de cette équipe qui a travaillé sur ce recueil. À toi. Je crois que c'est une question de justice. Et que globalement, je dirais que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. À partir du moment où il y a un trop-plein de mémoire d'un côté et trop d'oubli de l'autre, il y a une bonne partie de la population française qui ne se reconnaît pas dans le récit que se raconte la société française. Pierre Nora, dans les années 60-70, avait écrit avec d'autres chercheurs les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet à la nation française de pouvoir se reconnaître. La question, c'est comment faire que les uns et les autres soient des semblables. Et pour que les uns et les autres soient des semblables, il faut mettre la question de la reconnaissance au centre. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir m'identifier à la société française? Quels sont les éléments que j'ai, qu'ils soient médiatiques ou dans l'espace public, qui me permettent à moi d'être reconnu? Parce que les êtres humains sont toujours en quête de reconnaissance et on voit beaucoup de conflits politiques sont d'abord des conflits de reconnaissance. Et que la question de la reconnaissance ne peut avoir lieu. Ce qui est très intéressant dans la reconnaissance, c'est qu'elle suppose la réciprocité. Et qu'en dernière instance, la reconnaissance relève non seulement de l'institution, mais de la justice sociale. C'est pour ça que je dis que c'est une question de justice. Ce travail-là, c'est une question de justice parce qu'il y a un lien très fort entre le récit, la reconnaissance, l'appartenance et la participation. Sinon, vous allez avoir des êtres qui ne vont pas reconnaître les autres narratifs ou les autres histoires parce qu'ils partent du principe qu'eux-mêmes, leur histoire n'est pas reconnue. Et puis, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave. Il y a ceux qui n'ont pas la mémoire de leur histoire et qui en sont privés. Cela, c'est encore beaucoup plus fort.
Et donc, la question, c'est comment complexifier, comment compliquer l'intrigue qui est dans le récit français, pour que justement on puisse prendre en compte cette histoire. Et que le principe du récit, d'une identité, c'est que l'identité elle-même, c'est pour ça qu'on a été piégé avec le débat qui nous a été imposé avec Sarkozy, qu'est-ce que c'est que l'identité française. Et je pense que la question de la mémoire, la question de l'histoire, la question de l'identité ne peut pas rentrer dans qu'est-ce qu'est. Parce qu'une fois que vous avez normé et dit voilà ce que c'est, soit vous entrez, soit vous n'entrez pas. Et le principe d'une identité, c'est pour ça qu'elle est narrative au sens de Paul Ricoeur, c'est que l'identité, je peux la défaire et la refaire. Et donc aujourd'hui, nous avons dans la société française une bonne partie qui sont issus des anciens empires coloniaux qui disent mais il est où notre narratif là-dedans ? Où est-ce qu'on se reconnaît ? Et moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de jeunes refusent un certain nombre de narratifs parce qu'ils disent mais tant que vous ne reconnaîtrez pas mon narratif, je ne reconnaîtrai pas votre narratif. Et que la question de la mémoire, je pense, c'est qu'il y a beaucoup, et on le voit bien, que parfois il y a un trop-plein de mémoire et un déficit d'histoire. C'est pour ça que je dis souvent que faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et c'est pour ça que c'est très très important, me semble-t-il, que dans le récit, la question c'est comment on met en commun nos récits. Puisqu'on n'arrive pas à créer un récit commun, la question c'est comment on met en commun nos récits. Nous, on a essayé de faire un travail qui est aussi parti de Clichy-sous-Bois, qui a été financé par Nadia et absolument, et je te remercie, sur la question de la reconnaissance. Et que globalement, on le voit bien, que ce soit des gilets jaunes, que ce soit des décoloniaux, que ce soit les féministes, que ce soit l'écologie, c'est une question de reconnaissance. Et donc la question, c'est cette place qui me semble fondamentale parce que globalement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien entre le récit et l'action. C'est-à-dire que globalement, le récit, quand on vous raconte un récit, in fine, globalement, c'est pour que vous puissiez agir. Et donc si le récit n'est pas global, si le récit n'est pas pluriel, ben, ça sera très difficile de pouvoir se reconnaître dans la société française. Sinon, vous avez des gens qui définissent ce que c'est que le récit français, avec cette idée de la reconquête, avec Napoléon, etc. C'est une intrigue possible. Il existe d'autres intrigues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous assistons à une guerre des récits. Et c'est pour ça que je dirais, tous ces personnages, toutes ces figures disent quelque chose de la société française. Et ils nous disent quelque chose de ce qu'a été la société française, mais ils nous disent aussi que l'identité française est inachevée tant qu'on n'aura pas fait justice à toutes ces personnes qui ont participé à l'histoire de France. Et en même temps, cette mémoire, elle doit réparer quelque chose du passé, mais c'est une mémoire qui est réparatrice, mais une réparation pour une émancipation. C'est pour ça que globalement, ce que j'ai envie de dire, et je terminerai là-dessus, c'est que faire société, c'est montrer toutes les traditions qui se sont si démontées dans la société française. C'est cela, faire société. J'aime bien dans ton mot reconnaissance, parce qu'il y a un mot qui peut se couper en deux, on peut prendre connaissance. Et la reconnaissance, c'est exactement la manière dont, quand on avait commencé à travailler ensemble, je ne sais pas si tu te souviens de notre conversation, je disais, c'est que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est très compliqué pour un élu en territoire d'avoir un panel suffisamment large de parcours pour pouvoir offrir à ses concitoyens et aux membres d'un conseil municipal une palette suffisamment large pour que tout le monde fasse comme nous, en fait. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette conversation où je t'avais dit, ils choisissent Mandela ou Martin Luther King. Parce que ça ne fait pas débat. Tout le monde est d'accord avec Mandela et Martin Luther King. Donc, et on pense qu'on règle une problématique de reconnaissance, alors qu'en fin de compte, c'est par méconnaissance, je joue avec tes mots là, que l'on va fabriquer une fausse reconnaissance qui, quelque part, n'est pas le récit national. J'adore Mandela et Martin Luther King, il n'y a pas de débat. Mais il y a 25 fois plus de Martin Luther King et de Mandela dans nos rues que tous ceux que vous avez dans l'exposition ici, qui sont pourtant partie prenante du récit français. Et c'est ce petit paradoxe qui était compliqué, parce qu'il faut commencer par la connaissance. Et en même temps, tu as parlé d'histoire, tu viens de parler de reconnaissance et de cheminement à faire en commun pour arriver à se voir en miroir dans l'histoire et que les autres nous voient dans le miroir. La dernière marche, ou la troisième marche de ce récit, et Aurélie, nous avons travaillé ensemble à faire une exposition dont tu es
tout à fait à l'initiative, parce que nous n'avions pas pensé tout de suite faire une exposition avec Nadia, on était sur autre chose. Et c'est le Musée de l'Homme, à travers toi, qui est venu nous proposer cette idée. Donc on a fait ce commissariat très beau avec Yvan Gasto. Et toi qui as un parcours, alors je ne vais pas refaire tout ton parcours, mais c'est bien parce que nous avons commencé cette expo, tu étais en charge des expositions, et nous terminons cette expo avec Aurélie. Maintenant, elle est directrice du Musée de l'Homme. Calme-toi. Calme-toi, on va y arriver. Et avoir un très beau parcours à l'Institut du monde arabe, que je tiens à signaler avec des très belles expositions que nous avons pu voir là-bas de toi. Et donc, ce que je voulais te poser comme question, à quel moment tout ça doit aussi passer par la culture, comme de devenir un objet culturel, un objet de patrimoine. Et les musées, comme les livres ou les films, sont des passages pour faire un moment de ce que nous, les historiens ou les philosophes ou les politologues peuvent proposer, des objets de culture pour le plus grand nombre. Comment tu as perçu justement et comment tu as pensé tout de suite que c'était un objet de culture et de patrimoine ? Puisque tu as agrégé des images avec nous à ces textes, tu as proposé un parcours, donc un récit, exactement ce que vient parler Rachid, et on en a fait une expo. Parle-nous de cette dimension-là, patrimoniale et culturelle de l'objet. C'est exactement ça, c'est du récit, c'est de la narration en fait. Je m'inscris tout à fait dans cette ligne-là. L'idée de cette narration, c'est de la porter autrement, de la montrer autrement à travers une exposition. Parce que finalement, effectivement, tu l'as dit, quand j'ai vu ce rapport sortir, je me suis dit, c'est génial. Enfin, on met en avant des personnalités connues, moins connues, qui viennent de partout, qui ont fait cette histoire de France. Mais finalement, c'est à destination des élus et les gens, le public, n'importe qui, vous, moi, on n'a pas forcément connaissance de ce rapport. Comment, à partir de ce magnifique travail que vous avez fait, on peut lui donner une autre résonance et lui donner une autre résonance dans un musée de la République. Parce que c'est ça aussi. C'est l'institution qui s'empare aussi de ce travail-là pour mettre en image, mettre en récit toutes ces vies, toutes ces individualités qui font l'histoire de France. Parce que, souviens-toi, dans nos premières discussions, on s'est dit tout de suite, en fait, ce qui serait génial, c'est de raconter l'histoire de France sur ces 230 ans d'histoire, de 1789 à aujourd'hui, à travers finalement des individualités, des parcours de vie, des engagements qu'on a oubliés pour la plupart, même si effectivement il y en a qui sont connus, Picasso, Joséphine Baker, mais quand même qu'on ne connaît pas si bien que ça. Marie Curie, tout le monde la connaît, mais bon, qui sait vraiment que c'est une Polonaise qui est venue à Paris pour poursuivre ses études, qui est restée à Paris parce qu'elle s'est mariée avec un Français et qui a souffert toute sa vie de racisme parce qu'elle a gardé son accent polonais toute sa vie, alors que c'est la seule femme, encore aujourd'hui, à avoir eu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Eh bien, toutes ces histoires-là, c'était important de les incarner. Et je pense que cette incarnation qu'on a voulu donner à travers cette exposition, c'est poursuivre votre travail. Je reviendrai aussi sur le musée. Le musée de l'Homme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est place du Trocadéro à Paris, c'est le palais de Chaillot. Palais de Chaillot, quand même. Rien que ça, on dit pas mal. C'est un bâtiment construit sous 2 expos universelles à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc c'est un lieu très imposant, très majestueux, très intimidant en fait aussi. Et c'est important finalement à un moment donné que ce type d'institution devenue un musée s'empare de ces sujets-là, fasse rentrer ces personnes-là entre ces murs et les fasse découvrir au plus grand nombre. Puisqu'à travers ça, c'est l'entrée dans l'institution, le positionnement d'un musée de la République sur ces individus, mais c'est aussi la découverte du public, puisque finalement, les personnes qui venaient visiter le musée de l'Homme, découvraient cette exposition, que ce soit des scolaires, des familles. Finalement, ils venaient se balader et c'était passionnant, en fait, de découvrir la réaction de ces visiteurs dans l'exposition. La plupart disaient « Ah ouais, tiens, lui, je le connais, elle aussi. » Mais ça, c'est qui ? Dohui, dont tu parlais tout à l'heure, c'est devenu une des stars parce que finalement, personne ne le connaissait. Et tout le monde était attiré par ce portrait très beau, très fier de cet aviateur vietnamien. Donc c'est à la fois par ce lien fort qu'on arrive à en faire effectivement, ce lien fort des vies de ces personnes-là, à en faire un objet culturel, un objet narratif et un objet d'empathie. Parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est-à-dire qu'on rentre dans la vie de ces personnes et on se rend compte que
Vous allez faire l'expérience, vous allez visiter, vous n'allez pas tout lire, c'est normal. Vous allez piocher un peu ci, un peu là, parce que, ah tiens, j'ai envie de découvrir telle ou telle personne. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'on va rentrer en empathie avec ces personnes-là, qu'on va rentrer dans leur vie, dans leur intimité, et qu'à travers ça, on va aussi découvrir un moment de l'histoire de France, puisqu'on a travaillé ensemble avec Yvan Gastaut à réinscrire ces moments de vie dans une histoire de France plus large qu'on a contextualisée pour raconter finalement c'était quoi la vie de tous ces étrangers en France, que ce soit au début du 19e siècle ou au milieu du 20e siècle, comment ils vivaient dans cet environnement français de l'époque. Et cette recontextualisation, elle est importante. Je m'arrêterai là. Non, mais l'ayant fait avec toi, je partage à 100% ce que tu as dit. Et puis en même temps, c'est amusant parce que c'était cette idée de dire on pourrait fabriquer un manuel scolaire dans lequel beaucoup des personnages habituels soient à la seule coup changés. Et là, on découvre qu'il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de parcours incroyables, beaucoup plus de destins, et qu'en fait, notre histoire de France, elle est d'une richesse incroyable et qu'elle a été, pour des tas de raisons d'ailleurs, et pas forcément, on l'a vu avec Naïma quand on a travaillé sur ces noms, ils n'ont pas forcément été durs à travailler, on a trouvé les biographies pour la plupart, c'était accessible. C'est plein de processus qui font qu'ils se sont retrouvés à un moment à la marginalité du grand récit national. Et c'est là-dessus que je vais t'interroger. Nous sommes, nous, des spécialistes, toi comme moi, à la fois d'histoire coloniale, d'histoire de l'immigration. Et aujourd'hui, on prend assez de distance entre nos travaux de chercheurs et nos travaux de médiation, de transmission. Tu fais des expos, tu as travaillé sur des tas de supports différents. Et on se rend compte qu'il y a comme une difficulté que j'ai des fois du mal à cerner, de fixer dans le récit national, dans le récit collectif, c'est exactement ce que disait Rachid tout à l'heure, des personnages qui vont pouvoir nous servir de miroir collectif. Je voudrais que tu parles de ces blocages. Pourquoi, et même, nous on l'a vu sur le rapport, puisque j'ai même lu dans un think tank belge que le rapport que nous avons fait était un rapport qui ne voulait écrire l'histoire de France qu'à l'aune des identités, qui est une manière un petit peu restrictive. En tout cas, la personne devait être un peu énervée. D'ailleurs, c'est un commissaire d'exposition et un charge dans un grand musée européen. Ça a dû te faire rire. Qu'est-ce que tu en penses de cette difficulté, en fait, où je me rappelle une des phrases, et on en avait parlé avec Nadia à l'époque, où certains pensaient qu'on voulait écrire tous les noms de rues en arabe en France. Ce qui déjà monte dans le fantasme, ce que ça signifie juste de parler d'histoire. C'est fantastique, on voulait d'un seul coup écrire tous les noms de rues en arabe, ou ne mettre que des Noirs et des Arabes dans l'histoire de France, dans toutes les rues de France. Ton sentiment sur cette difficulté, sur ces blocages? Alors ne me branche pas sur la langue arabe parce que je peux faire 3 soirs d'affilée. Je vais mettre de côté cette question. Très simplement, pour m'appuyer aussi sur ce qu'ont dit mes collègues, en vous observant, en vous écoutant, donc Rachid parlait de reconnaissance et de réparation, de justice et donc de réparation de ces injustices, réparation symbolique bien évidemment. Aurélie rappelait le rôle qu'elle a joué au sein du musée et l'institution qu'est le Musée de l'Homme, pour avoir, dans mes jeunes années, connu la naissance du Musée national de l'histoire de l'immigration, pour aujourd'hui être commissaire d'une exposition au Musée des Arts et Métiers et non pas au Musée national de l'histoire de l'immigration, pour avoir eu le bonheur de voir ce travail adapté et mis en majesté au sein des galeries du Musée de l'Homme. En fait, aujourd'hui, on sort de nos limites et d'aucuns avaient dit que le Musée national de l'immigration pouvait être un ghetto narratif. Rachid, tout à l'heure, parlait de ces identités en mouvement, on pourrait dire, inachevées. Moi, j'aimerais qu'elles soient inachevées, c'est-à-dire que, étant un perpétuel récit qui s'enrichit et qui est protéiforme et qui évolue au gré de notre histoire de France, il ne faudrait pas le figer dans un narratif structuré encore aujourd'hui dans les cours de CM1 de ma fille autour du vase de Soissons, de Poitiers et autres sarrasins qu'on a traités, Pascal, sous d'autres publications. Je dirais simplement que ce qui est réjouissant, malgré le contexte qu'on n'a pas trop le droit d'évoquer ce soir, mais on est obligé d'en tenir compte, c'est que les Corinnes vont côtoyer les Mamadou et autres Pablo qui peuplent cette exposition, parce qu'effectivement, cette altérité définitive d'une partie de la communauté nationale, elle se nourrit de cet angle mort du narratif de cette histoire de France. C'est parce qu'on ne met pas en partage cette complexité de l'identité française en mouvement qu'on peut nourrir une peur du déclassement, d'autres parlent du remplacement, pour des populations qui sont parfois
C'est le cas des Maghrébins, présents en France métropolitaine depuis le 19e siècle. Donc le temps ne fait rien à l'affaire. C'est pas la chanson que je vous chante, mais presque. Je dirais simplement que la mise en récit et ce que nous faisons dans l'exposition, elle peut rencontrer des obstacles. Celle, effectivement, de la difficulté traditionnelle que nous avons, même au sein de l'académie. Je veux dire, la socio-histoire de l'immigration, tu le sais Pascal, elle est jeune, hein, elle se structure dans les années 70 et 80. Tout à l'heure, Rachid a parlé des lieux de mémoire de Pierre Nora, qui est un monument de l'historiographie, mais qui aussi fait preuve, j'allais dire, et c'est pas une critique anachronique, à un angle mort, c'est celui des lieux de mémoire qui concernent l'immigration. Et je ne lui fais pas de faux procès, je pense qu'il a eu le temps d'en parler et de revenir là-dessus. Mais il faut signaler que ces totems du patrimoine scientifique ont longtemps été pensés comme seulement, pour reprendre Noiriel, comme un creuset, et donc une verticalité avec des beaux restes de l'assimilation à la française. Et on a vu que les populations postcoloniales et plus largement afro-caribéennes qui concernent tes travaux, cher Pascal, ont questionné ces narratifs, ont questionné ces modèles. Et tout à l'heure, Rachid le disait, et je m'arrêterai là, la demande sociale aujourd'hui de justice et de faire société, convoquer le vivre ensemble, c'est bien, mais le faire ensemble, c'est mieux. Et quand des grandes institutions patrimoniales comme le Musée de l'Homme, grâce à des alliés objectifs, des professionnels comme Aurélie, et des chercheurs, et des conservateurs du patrimoine, comprennent ces lacunes de la tradition, on va dire, patrimoniale française, cherchent à les combler, et cherchent des outils pour les combler, c'est là que nous jouons un rôle, à la fois à la croisée du monde académique, mais aussi de ce travail de médiation dont tu parles, cher Pascal, faire des films documentaires comme tu le fais, faire des pièces de théâtre comme le fait Rachid, alors qu'à la base, on va dire qu'on vient plutôt du monde académique, mais on va vers ce grand public, on va vers cette mise en récit, et on ne peut pas juste le regretter. Il est de notre devoir, et là, on convoquera, on est chercheur, on ne peut pas se refaire Tsvetan Todorov, ça te fait plaisir, Rachid. Et on parlera d'égo-histoire, et le citoyen, historien ou chercheur que nous sommes, nous ne pouvons pas rester inertes avec cette fièvre identitaire qui saisit notre société et qui croise des strates complexes. C'est quand même Madame la ministre qui s'occupe de la politique de la ville qui va être à l'initiative d'un travail sur ces récits qui aurait pu être porté par le ministère de la Culture ou celui de la Recherche. Et pourtant, et c'est logique. Pourquoi ? Parce que les populations dont nous parlons, qui ont une demande de justice, qui peut être celle de la relégation territoriale, de l'égalité républicaine, qui peut être prosaïquement celle de l'emploi ou du logement, a aussi de revendications de droits d'expression culturelle et demande sa part de récit et de patrimoine. Et ça doit se faire dans les institutions nationales, ça doit se faire à l'école de la République, et ça doit se faire de manière aussi simple, j'ai envie de dire, mais ambitieuse, qu'à travers des expositions grand public et toutes les valorisations narratives que nous pourrons mettre en place. Oui, je réagis parce que je trouve ça extrêmement important de dire que l'exposition était au Musée de l'Homme, effectivement. Donc un musée à portée universelle. On aurait pu se dire, effectivement, on va faire cette exposition au Musée national de l'histoire de l'immigration. Non, je crois que c'est d'autant plus important de porter ces sujets-là dans ce type de musées qui ont une ouverture, qui ont cette volonté de transversalité et d'universalité pour porter ce message, pour décloisonner, pour non essentialiser ces personnes que l'on met en avant dans l'exposition. Et je pense que le choix, effectivement, du lieu de l'exposition, il est central, en fait, dans le message qu'on veut faire passer aussi à travers ce projet. Donc c'est là-dessus, je te rejoins parfaitement. Mais c'est un nouvel âge qu'il faut souligner. On est entré dans une phase où on irrigue de manière transversale les institutions, leurs objets, leur ligne éditoriale. Hein, Aurélie le rappelle à l'instant. Oui, un musée national d'histoire de l'immigration, que nous avons tous irrigué de nos expositions, de nos travaux et de nos contenus, mais oui aussi de sortir de ces frontières-là, puisqu'on parle de frontières, et d'aller effectivement, peut-être mettre en récit une histoire de France dans tous ses aspects. Demain, nous irons peut-être à la Bibliothèque nationale de France,
ou dans d'autres institutions. Le MUSEM aussi a porté ses propres expositions sur des sujets qui comportent ces problématiques que nous soulevons. Et je pense que c'est la bonne nouvelle. Même si l'époque est au pessimisme, notamment sur ces questions qui semblent obséder un certain nombre de la classe politique aujourd'hui, les problématiques que nous soulevons de répondre à ces demandes de récit, j'observe en tout cas qu'elles irriguent désormais des lieux qui sont ouverts à tous et qui ne sont pas spécifiques à l'histoire des quartiers populaires ou l'histoire de l'immigration. Et c'est ça que moi j'ai envie de poursuivre, ce dialogue et cette mise en récit dans tous les espaces qui voudront bien prendre l'histoire de France dans toute sa richesse et sa complexité. Mais ce que dit Aurélie, avant de te laisser la parole, quelque chose qui m'a intéressé aussi en travaillant avec toi, c'est qu'on ne s'est pas posé la question du public au sens un public concerné va être intéressé par l'expo. Non, mais c'est très important à dire. On a fait une expo pour tous les publics potentiels. Et à aucun moment, on s'est dit, ça, c'est destiné aux héritiers de. Ça, c'est fait à un tel... Non, on a fait l'expo pour le public, on va dire lambda. Et ça aussi, je pense que tu sais, c'est une révolution qui est en train d'arriver. C'est cette exposition, elle a intéressé autant des gens qui avaient une raison d'être là, théoriquement, que d'autres qui avaient théoriquement pas de raison d'être là. En fait, tout le monde avait raison d'être là, puisque c'était une histoire qui était notre histoire commune. Et on l'a vu dans le public qui était là. Tout type de public est venu voir l'expo, et ça aussi, c'est une nouveauté, je pense, qui est en train d'être découverte, aussi bien dans le monde des arts, du théâtre, que dans la littérature, que dans le monde des musées, que dans le monde de la télé, qui découvre que les documentaires sur nos sujets marchent au-delà simplement des personnes dites concernées par le sujet familial. Ça aussi, c'est une révolution générationnelle. Je ne sais pas comment toi, tu as pu le percevoir de l'intérieur du musée, peut-être par rapport à tes collègues, ou peut-être par rapport au public qui est venu, de dire c'est tout public en fait. Oui, mais ça, c'est extrêmement important de le souligner. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une expo pour tout le monde. Et je pense qu'en fait, le public ne se pose pas cette question, très honnêtement. Ils viennent découvrir un projet, ils rentrent pour la plupart dans une salle, ils voient des photos, des biographies, des documents, ils rentrent sur certaines biographies, certaines histoires de vie, et finalement cette question-là, ils ne se la posent jamais, parce qu'ils comprennent très vite que c'est une histoire globale, c'est une histoire commune, avec des individualités à l'intérieur, mais finalement qui ne pose pas de problème en fait pour les visiteurs. C'est une découverte, parce que beaucoup sont ressortis de là en nous disant « Oh, c'est génial, j'ai découvert la vie de un tel ou un tel, je ne connaissais pas, mais c'est formidable ». En plus, alors je le précise parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais on est paritaire aussi dans le choix des personnalités. C'était important de travailler aussi à cette parité entre hommes et femmes. Et à la représentativité de cette diversité de profils, d'avoir aussi bien des militaires, des politiques, des artistes, des écrivains, tout type de profils, mais en ayant des hommes et des femmes, ce qui a parfois été compliqué sur des périodes anciennes, on ne va pas se mentir, parce que quand on est au début du 19e siècle, on sait bien qu'il y a quand même plus d'hommes qui ressortent de l'histoire que de femmes, mais on a tenu malgré tout à avoir cette parité dans l'exposition, et ça, pour le coup, le public a été très sensible et c'est quelque chose qui est ressorti. Donc finalement, les remarques n'étaient pas forcément là où on les attendait. Et je rajouterai un dernier point, et Pierre Guyot qui est là le sait, parce qu'on en a beaucoup discuté ensemble à l'époque du recueil. Ce qui se voit moins dans l'expo, ce qui est logique, parce qu'elle a moins une destination immédiatement territoriale. Quand on avait fait le recueil, et Dieu sait qu'entre vous, je n'arrêtais pas de vous dire « Non mais arrêtez d'oublier la Bourgogne-Franche-Comté » ou « Arrêtez d'oublier l'Aquitaine ». Il y avait aussi cette nécessité, pour répondre aux attentes des élus, d'avoir des personnages qui avaient traversé l'histoire des territoires, de chacun des territoires. Je raconte juste une petite anecdote, mais comme c'est un peu mon coin, le Morbihan, ça fait du bien de parler un peu de sa Bretagne. Depuis qu'ils ont découvert qu'un grand député noir avait été envoyé sur une certaine île, Belle-Île, par Napoléon Bonaparte, et c'est Bellay que vous voyez au début de l'exposition, qui est mort à Belle-Île, vous avez juste un mouvement qui est en train de se passer d'élus en Bretagne, dans le Morbihan, qui découvrent qu'ils ont eu le premier député noir de la République qui est mort sur leur terre. Et il est en train de rentrer dans l'histoire de ce territoire. Tout simplement, les élus ne connaissaient tout simplement pas l'histoire de Bellay. Et ne connaissaient pas son destin sur cette île de Belle-Île où il est décédé. Donc, Rachid, je voulais aller vers toi justement sur ça.
Certains ont donc peur de cette histoire. Toi, tu considères que c'est une solution à un mal-être, à un problème, à une reconnaissance qui n'existe pas, à quelque part une nécessité pour exister. Et pour d'autres, cette histoire fait peur. Elle viendrait bouleverser quel ordre, en fait? Elle viendrait bouleverser la représentation que l'on a de soi-même. Tout à l'heure, on se bat pour la question de la parité en termes d'exposition. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas pour justement bousculer nos représentations? Parce que globalement, le vrai combat est comment on change d'imaginaire. C'est ça la vraie question. Parce que la représentation, une représentation, c'est un système de pensée. Ce n'est pas simplement quelques idées, c'est un système de pensée qui vous permet de lire le monde, de lire l'autre et de vous lire vous-même. Et donc, à partir du moment où vous venez titiller ces représentations et de dire, ben voilà, les impensés de ces représentations, comment elles se sont construites, automatiquement, votre identité est mise à mal. Je déplace simplement le questionnement sur la question, par exemple, de la croyance religieuse, qui sont des représentations. Mais il suffit que le travail de l'histoire vienne s'immiscer là-dedans pour que d'un seul coup, les croyants aient du mal avec l'histoire. Tout le monde a du mal avec l'histoire. Parce que ça nous oblige à repenser complètement cela. Et donc, face à ça, il y a deux attitudes. Il y a des gens qui disent « c'est le passé, il faut l'oublier ». Ouais, c'est pas la peine de ressasser c'est pas la peine d'en parler. Allez, on efface, on oublie. On n'a pas besoin de ça. Donc la guerre d'Algérie, il faut surtout pas en parler. Voilà, on met ça de côté. Et donc, tu as travaillé sur le 17 octobre 61. Je travaille sur les événements du 17 octobre 61. Et justement, je trouve on essaie d'éluder. On n'a pas envie de savoir. Il y a trop de traumas. On n'a pas envie de ressasser. Mais il y a un autre problème qu'il faut éviter dans le travail de l'histoire et de la mémoire, c'est ressasser. Ressasser les humiliations, ressasser les blessures, ressasser les injustices ou ressasser les belles histoires. Hein, on a été une grande civilisation. Mais je crois que globalement, en France, on n'a plus d'empire. Voilà. Mais l'imaginaire de l'empire continue encore à coloniser nos esprits. Et tant qu'on n'aura pas changé cet imaginaire de l'Empire, ça sera très difficile de pouvoir faire de la place à l'autre. Et donc on voit des gens qui n'ont aucune connaissance de leur propre histoire. Et dès qu'on introduit un peu ces éléments-là, il y a quelque chose. Mais à un moment, pour que les mémoires s'apaisent, pour passer de ces mémoires douloureuses, pour voir tous ces personnages qui nous rappellent une mémoire, c'est-à-dire que le principe du passé et de la mémoire, notamment liée au passé, c'est qu'il y a une promesse. Tous ces gens-là nous disent une promesse de la société française. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que cette promesse avec des gens qui ont adhéré au destin français? Qu'est-ce qui est devenu cette promesse aujourd'hui? Et donc, on peut très bien réactiver des promesses du passé, en tout cas lorsqu'elles relèvent de l'émancipation. Ça va de soi. Mais on n'aura pas de mémoire apaisée si quelque part on n'est pas capable de faire aussi le deuil. À un moment, il faudra faire le deuil et de constater que dans nos histoires, il y a de l'irréparable. Il y a des choses qu'on ne pourra pas réparer. Il y a de l'indéchiffrable. Et donc, on ne peut pas avoir ces mémoires apaisées si on n'accepte pas de faire le deuil. Et faire le deuil, c'est avoir ce travail d'une mémoire apaisée. Et pourquoi c'est important de passer par les récits? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'espace public, les arguments scientifiques ou les arguments rationnels ont du mal à passer. Alors, plus vous avez envie de démontrer quelque chose, et plus vous allez renforcer l'opposition de l'autre. Ça ne marche pas. Et on le voit bien, si on vient au récit, au théâtre, à la fiction, c'est parce que peut-être la fiction est le chemin le plus court vers le réel. La fiction, je le dis, est le chemin le plus court vers le réel. Et donc, en mettant au récit, les gens peuvent s'identifier, peuvent éprouver quelque chose qui relève de l'humanité, d'une expérience commune. Et moi, je dis souvent, par exemple, que la littérature, l'art, etc., c'est une rhétorique du sensible au service du sens. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver, me semble-t-il, dans ce travail, et que la reconnaissance des mémoires participe à la guérison du pays. Et c'est ce travail qu'il nous faut. Mais la question, c'est comment on passe de la mémoire monumentale, en France, c'est le monument aux morts, hein, à la mémoire affective, à la mémoire sentimentale, à la mémoire des familles.
Et c'est là où le travail de médiation doit être très important pour que les gens... En fait, finalement, en France, nous sommes dans une crise d'incarnation. On est capable de penser des grandes expositions, on est capable, etc. Mais dans quelle mesure ça touche les gens? Et dans quelle mesure les gens se les approprient et produisent autre chose? Quand l'exposition, par exemple, qui est ici, donne la capacité à des élèves d'écrire aussi à partir d'autres figures ou de leur propre histoire, là, nous avons accompli quelque chose. Mais s'il n'y a pas une production au niveau de l'usager, ça restera toujours cette mémoire monumentale, parce que notre manière en France de concevoir la mémoire, c'est le monument. Et donc j'ai peur qu'avec nos histoires, ça soit simplement inscrit, je dirais, sur les plaques. Et moi, il y a plein de plaques que je lis, mais je ne sais pas qui c'est. Et je ne vais pas à chaque fois ouvrir Google, savoir qui c'est. Donc il y a un moment, c'est vraiment ce travail d'appropriation, et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut de plus en plus investir la question de la fiction, même dans nos musées, pour que les gens puissent s'approprier cela. Quand on voit aujourd'hui l'importance des séries, que ce soit dans les plateformes et ailleurs, ces histoires, ça raconte quelque chose. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'avais dit que nous sommes des êtres narratifs. Aujourd'hui, par exemple, plus aucun papa, plus aucune maman ne lirait La Belle au bois dormant à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est une Sauf moi. Oui, mais c'est une représentation. Même si c'est patriarcal. Voilà, non, mais c'est une représentation, on va dire, voilà, il faut attendre le prince charmant, et ça crée des représentations. Et on voit bien que les récits ne sont pas innocents. Les récits créent des représentations qui créent des effets de vérité, qui créent des effets de sens. Donc Pascal, rendez-vous sur Netflix, on arrête les expos. Mais il n'a pas tort. C'est bon. Il n'a pas tort sur un point, mais je voudrais lui dire qu'il a oublié aussi un élément, c'est qu'on est dans un débat qui, je pense, est très générationnel aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à une génération qu'on peut appeler la troisième génération d'un récit historique, qui à la fois veut détruire les icônes d'hier. Tu vas parler des statues et des monuments, et je pense que c'est là-dessus que je vais t'interroger, Naïma. Cette génération a démonte, déboulonne des statues, et dans le même temps se cherche aussi, dans le présent bien sûr, mais aussi dans le passé, des nouveaux héros. Il y a aussi un mouvement qui est très générationnel, qu'on a vu émerger, toi comme moi, et on le voit bien dans cette génération, qui n'a plus envie d'attendre, je fais simple, qui veut des héros qui lui ressemblent ou des héros légitimes, qui ne veut plus de héros illégitimes. Je rappelle, parce que tout le monde l'a un peu oublié, le déboulonnage en France des 2 statues en Martinique n'a pas eu lieu après l'assassinat de Floyd aux États-Unis, mais 2 jours avant. Ce mouvement était déjà dans un mouvement sociétal. Et l'histoire du déboulonnage en France a plus de 35 ans. On a tous oublié, mais c'est un attentat de l'Arc, qui était un mouvement indépendantiste antillais, qui bombarde, qui tente de détruire un monument, je ne sais pas si tu te souviens, c'est le monument à Fachoda, à la mission Marchand, qui est devant le palais de la Porte Dorée dont on parlait tout à l'heure. Et c'est en 1983, cet attentat, que je trouve intimement symbolique de voir qu'un mouvement indépendantiste va bombarder un monument de la coloniale qui se passait en Afrique. Donc c'est pas neuf. Comment toi tu réagis avec ce mouvement générationnel? Demande de nouveaux héros qui nous ressemblent, démontage, déboulonnage des statues d'hier. En tout cas, on voit bien une dialectique dynamique qui est en mouvement et qui ne veut plus attendre, comme les aînés, nous en gros, pour faire simple, que les choses se passent naturellement, ou que la culture porte elle-même ses fruits pour faire que la belle littérature ou les grands textes vont nous faire réfléchir. Eux, ils veulent déboulonner. Bon, les aînés, c'est côté gauche, hein. Nous, on n'est pas concernés. Voilà. Ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure avec Rachid, c'est-à-dire que parlait de monumental. En fait, c'est la statue monumentale qui fait l'objet d'attaque, c'est-à-dire l'être total. Est-ce qu'il faut embrasser la totalité de Napoléon dans les statues qui lui sont... Est-ce qu'il faut déboulonner tous les Napoléons de France et de Navarre, ou est-ce qu'il faut questionner le parcours d'un Napoléon? Et en fait, ça revient à soulever, pour dire poliment, les angles morts, en tout cas les pages sombres de notre histoire, pour la formule consacrée. C'est que si on ne complexifie pas le récit et qu'on n'affronte pas les choses irréparables, on a du mal aujourd'hui avec cette génération qui est awake, c'est ça, wokisme, tout ça, qui est en tout cas consciente. On ne peut pas lui faire avaler la traditionnelle narration et la transmettre de génération en génération sans la questionner. Et pour moi, on est dans une ère, contrairement aux apparences, qui est post-raciale. Pourquoi ? Parce que justement, elle ne croit plus
à ces récits qui sont en partie des récits de cohésion sociale et donc qui font appel un peu à la fiction collective sur certains aspects de notre histoire contemporaine, ne passe plus auprès de cette génération qui est au courant, qui connaît, qui a lu des récits qui viennent parfois d'outre-Atlantique, qui connaît aussi les limites de l'exercice et qui questionne violemment la transmission de ces monuments, qu'ils soient immatériels ou matériels. Et c'est là où notre génération de chercheurs a son rôle à jouer dans cette généalogie épistémologique, historiographique, sociologique, politique, etc. C'est de donner les outils de cette complexité pour que n'éclate pas cette guerre des statuts, si vous voulez. On ne va pas ériger une statue à la place d'une autre. Il n'y a pas d'être historique parfait. Je veux dire, tu parles de Mandela. Mandela n'a pas toujours été consensuel. Aujourd'hui, il l'est. Il ne l'a pas toujours été de son vivant. Nous avons eu ce débat pour le recueil des 318. C'est qu'à un moment donné, ces 318 étaient un peu plus nombreux parce qu'il y avait des vivants et des morts. Et on nous a expliqué, pour des raisons techniques, que seuls les morts pouvaient donner leur nom à des rues parce qu'on n'était pas comptable de, comment on appelle ça, de la vieillesse qui parfois est un naufrage pour certaines personnalités, moins pour d'autres. Et effectivement, on n'était pas comptable de ce que pourrait devenir telle ou telle personne remarquable qui pourrait mal se comporter sur ses vieux jours. Et donc, c'est là où moi je demande à chacun de faire cet exercice, c'est de dire, faut-il déboulonner les statuts ou leur rendre leur complexité? Et par contre, pour la suite, c'est ce que font, par exemple, un rapport comme Portrait de France. Il ne s'agit pas de déboulonner des plaques de rue pour en mettre d'autres. On nous a posé la question. Tout à fait. On m'a interpellé, par exemple, sur Bugeaud versus Cheikha Remiti, deux salles, deux ambiances. Et effectivement, Bugeaud à Paris, l'avenue Bugeaud, est perpendiculaire à la place Victor Hugo. Qui, en France, à part les historiens, savent que Victor Hugo, de son vivant, est le seul à violemment attaquer Bugeaud et ses massacres en Algérie. Et ça, on ne le raconte pas aux gens. On ne le dit pas. Quand on prend la place Victor Hugo dans le 16e et qu'on entre dans l'avenue Bugeaud et qu'on prend la place Victor Hugo et on prend l'avenue Bugeaud, l'historienne que je suis hallucine et dit mais quel est l'esprit machiavélique qui a fait voisiner Victor Hugo et Bugeaud? Et ça, on ne le dit pas. Et c'est ce que tu dis. On passe devant des plaques, on dit tiens, c'est qui Jacques Cartier? Je pense que mes enfants ne savent pas, n'ont pas le repère. Et en fait, c'est vraiment cela que nous essayons, dans ce travail de médiation, de résoudre, mais aussi dans les débats, les interpellations publiques et ces demandes de réparation qui sont légitimes. Les demandes sont légitimes. Après, on peut questionner la méthode, l'intérêt d'aller déboulonner une plaque de rue ou de démonter une statue. Je ne dis pas qu'il ne faille pas parfois faire tomber certaines statues, mais elles tombent symboliquement à partir du moment où on explicite a posteriori la place qu'on veut lui donner ou pas dans notre récit collectif, dans notre mémoire collective, et si ça doit être ou pas pour nous un référent. Il ne s'agit pas de réconcilier les mémoires, parce que ça c'est tendance chez nous quand on travaille sur l'Algérie. On nous parle beaucoup de réconcilier les mémoires et on nous demande de trouver des solutions. Moi je dis, je ne peux pas réconcilier les mémoires. Ce que je peux faire à mon humble niveau, c'est d'en faire l'histoire. Et en aucun cas, mon mandat de chercheur est de réconcilier les mémoires. Et je pense que le curseur du débat n'est pas au bon endroit. On ne va pas réconcilier des mémoires antagonistes, mais on va regarder en face l'irréparable. L'esclavage est irréparable. On ne peut pas réparer. Alors, financièrement, on peut réparer. Mais quand bien même on arroserait de millions les descendants d'esclaves, comment réparer cette blessure symbolique d'avoir des aïeux qui ont été injustement massacrés ou soumis à l'esclavage? Et c'est là que les mots ont un sens. Et moi, je trouve que ces demandes sont légitimes, qu'il faut accompagner la réflexion et ces demandes sociales, qu'il ne faut pas les caricaturer, tout en n'allant pas démonter toutes les statues de France. Ce n'est pas une réponse de Normande, puisque je suis ch'ti. Je dirais simplement, toi tu es breton, on précise d'où l'on parle, mais je dirais simplement qu'aujourd'hui, ce débat, on doit l'avoir collectivement, on doit l'avoir en société, et pour aller vers le chemin de cet apaisement que Rachid appelle de ses voeux, et que je partage, cet apaisement n'interviendra que quand on entendra ces demandes de récits, de partage d'histoire,
de mémoire et qu'on affrontera ce patrimoine du conflit, ce patrimoine de l'irréparable. Il ne s'agit pas de réconcilier, il s'agit de regarder en face. Sur ces mots, je vais vous laisser la parole pour des questions. Vous avez vu l'enchaînement, j'ai attendu qu'elle soit au point haut et au point d'orgue de sa démonstration. Comme j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs questions et plusieurs séries, alors je vais faire le... Vous avez un micro? Sinon, c'est moi qui vais faire l'office. C'est bon? Génial. Sinon, je vous en passe un autre. J'en ai un là également. N'hésitez pas. Des questions plutôt... Là aussi, c'est bon. Oui. Des questions plutôt courtes pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre et préciser si vous les adressez à quelqu'un. Allez-y, profitez-en, parce qu'après, il n'y en aura pas 10 ni 20, mais peut-être 5, 6. Très bien. Premier rang. C'est toujours les premiers rangs qui sont les mieux servis. Bravo. Vous avez... Alors, on ne va pas parler de politique, mais que pensez-vous de cette fabuleuse réponse d'un petit garçon qui disait « Je suis là depuis 4 générations », un représentant justement, candidat malheureux. Je trouve la réponse merveilleuse, mais vous qui, justement, travaillez sur ces sujets, que peut-on penser d'un jeune garçon qui dit « Je suis là depuis 4 générations » et on lui pose toujours la question. Moi, ça m'a interloquée, alors que c'est un enfant et qu'il a la capacité de répondre en disant « Je suis là depuis la 4e génération ». Je trouve ça merveilleux, mais qu'en pensez-vous et que dites-vous en tant que professionnel ? Tu veux répondre? Brièvement, parce que j'ai été longue aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je parle d'altérité définitive. Tant qu'on a un faciès, un phénotype, la peau noire, les cheveux ondulés, ou des patronymes qui ne sont pas dans le calendrier chrétien, et qu'on vous dit « tu viens d'où ?» et quand sont arrivés tes parents, c'est déjà pas connaître l'histoire de France. La deuxième chose, c'est que quand bien même ses parents seraient arrivés la semaine dernière d'un pays étranger, renvoyer violemment un enfant à ses supposées origines et à l'illégitimité de sa présence, c'est ce qui nourrit, j'allais dire, un imaginaire. En l'occurrence, vous faites référence à un candidat qu'on a le droit de nommer, un certain Zemmour, et donc à une certaine extrême droite héritière de l'Algérie française, qui n'a jamais été en capacité de regarder en face la décolonisation. Et c'est l'héritage de cette... j'allais dire, acrimonie qui va nourrir un imaginaire, qui va faire de ce petit garçon, parce qu'il a un faciès qui laisserait dire par son patronyme ou son faciès, qui serait d'Afrique du Nord. Lui, ça se trouve, ses parents, ils sont de Romorantin depuis 1920, mais on lui dit, tes parents, ils sont arrivés quand du bled? Mais quel bled de Romorantin? À Paris? Il ne comprend même pas la question. C'est-à-dire que c'est la question des autres qui le renvoie à une altérité dont il n'a même pas conscience lui-même, parce que ses parents sont français, qu'il est français, et qu'il est le produit d'une histoire qu'on lui a racontée ou pas. En l'occurrence, ce petit garçon, semble-t-il, était bien renseigné. Merci pour les réponses courtes, Nima. C'était un joke. Hein. Non, mais c'est une question qui se pose jusqu'à quand, en termes de génération, on va devoir définir les gens. Et donc, ça, c'est un modèle qui relève de la racine. Vous voyez, donc c'est l'idée d'une racine unique, et la racine unique est toujours dangereuse. En ce moment, je suis en train de lire une psychiatre qui s'appelle Alice Cherki, qui est très intéressante sur la question, dans son ouvrage sur la frontière invisible, violence de l'immigration. Et elle pose cette question en termes de malaise identitaire et d'assignation. Et elle les appelle, en tout cas, elle les appelle les enfants de l'actuel. Et je trouve ça très intéressant d'aborder cette notion à partir des enfants de l'actuel. Ça évite constamment de les renvoyer à une pseudo-origine. Voilà. Je rajouterais, moi, un petit élément. Et j'en parlais avec quelqu'un que je connais très bien ici, d'ailleurs, et qui lui donne le bonjour, Achille Membe, il y a très peu de temps. On discutait avec Achille de la permanence de ce qui s'est construit dans le passé, et notamment dans le droit. N'oubliez pas que la France, comme toutes les puissances coloniales, a fabriqué dans son droit, dans son imaginaire, dans son statut juridique, dans son discours, dans ses mots même inventés, une distinction entre l'étranger et le colonisé. A même fabriqué quelque chose qui était une frontière indépassable. C'est-à-dire que quelqu'un, même sur le sol de France, le droit du sol n'appartenait pas à quelqu'un qui était issu de l'Empire en termes du droit. Donc a fabriqué aussi juridiquement et pédagogiquement dans nos écoles de France pendant longtemps cette distinction. Donc penser que nous déconstruisons un modèle qui a plus d'un siècle et demi de structuration juridique, sociale, culturelle, stéréotypique,
aussi rapidement qu'après 60 ans de la fin de l'Empire, c'est être à la fois utopique et penser que les stéréotypes se déconstruisent plus vite qu'ils ne se fabriquent. Et on disait avec Achille Mbembe qu'on pense, en fin de compte, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle, que les stéréotypes mettent autant de temps à se construire qu'à se déconstruire. Parce que nous héritons, non pas simplement d'un vieux discours, mais ça fait partie de notre culture. Alors nous le prenons comme un millefeuille en strates, mais ces mécanismes continuent à être là. Tu ne peux être que autre parce qu'on t'a fabriqué comme autre dans cette société. Ça ne veut pas dire que les sociétés, puisqu'il y a un très bon travail qui va être fait sur la Suisse, un empire sans colonie, démontre que la Suisse est une société coloniale qui n'a jamais eu de colonie. Je trouve ça génial comme bouquin, 800 pages. Très grand historien, Patrick Pender. Toi aussi, les références sont des fois intéressantes. Pourquoi ? Parce que la culture coloniale n'est pas forcément liée aux faits historiques. Elle est liée à l'imaginaire. Et les Suisses ont fabriqué un imaginaire sur l'autre qui est un imaginaire colonial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le déconstruire, ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas, comme a dit Rachid tout à l'heure, de tourner la page. Autre question. Alors, si je ne m'applique pas à moi-même ce que je viens d'expliquer à Naïma, au fond là-bas à gauche. Bonjour. Ok. Vous avez évoqué précédemment la marginalisation justement de ces personnages-là. Moi, j'avais une question un peu pour tout le comité. Est-ce qu'il y a forcément une explication particulière ou c'est juste dans l'inconscient que ça s'est fait ? Il est premier volontaire pour vous répondre à cette question qui n'est pas simple. Non, mais très rapidement. C'est-à-dire que, en fait, toute société, pour se construire, a tendance à créer des marges et à mettre des gens qui vont devenir invisibles dans ces marges-là. C'est comme ça qu'on se construit. On se construit parfois contre. Donc, du coup, je dirais que toute société, à un moment, il y a du pensable, il y a de l'impensable, puis il y a de l'impensé. Et les impensés, c'est cette idée d'oubli. Mais toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, en fait, anthropologiquement, elles fonctionnent de cette manière-là. Et donc, quand vous mettez un impensé, par exemple l'aspect colonial, qui pendant très longtemps a été un impensé dans cette société, vous le mettez en termes de pensable, c'est-à-dire que d'un seul coup, les frontières de la société bougent. Et à partir du moment où ces frontières bougent, il y a automatiquement de la violence, parce qu'il y a de la résistance. Pourquoi ? Parce que les êtres humains ont développé une immunité, pas au Covid, mais une immunité au changement. Voilà. Peut-être, ou toi tu veux répondre, Aurélie ? C'est juste un peu définitif. Ça fait gaulois réfractaire là, quand tu dis immunité au changement. Je pense pas que ce soit à ce point-là, mais en tout cas, on a une tendance, si je peux mettre un petit bémol, une tendance à être un peu dans nos certitudes. Et nous, les premiers, les chercheurs, on vient avec notre appareil, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, on vient avec notre subjectivité. Je dirais que nous-mêmes, dans notre pratique, puisqu'on commence à vieillir, on a bougé en 20 ans. Ces débats sur l'histoire, la mémoire, le récit, on va dire, ça a explosé au début des années 2000, et on y a tous participé à notre échelle dans nos productions, et on voit bien comment ça s'est articulé dans un second âge, après les politiques publiques autour des mouvements Beur dans les années 80, la question des banlieues dans les années 90, et à partir des années 2000, la question de l'égalité des chances. Ça a pris tous les noms possibles de politiques publiques, et c'est dans ce magma-là des politiques publiques que nous, on est venus nourrir ce dialogue avec des institutions patrimoniales, tout simplement, des espaces de muséographie, avec la multiplication au niveau européen. Et c'est là qu'il faut se décentrer un peu. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? On n'est pas la seule société post-coloniale d'immigration à se poser la question de la mise en récit dans l'espace de cette histoire et de cette complexité. Je dirais simplement que nous avons un modèle qui n'est pas partagé par nos voisins européens, qui est fait d'une forme monolithique un peu jacobine qu'on connaît toutes et tous, monolingue, un récit unique, etc., etc. Même une structuration, j'allais dire, du patrimoine comme étant très centralisé, très peu décentralisé. Et faire avec ce contexte-là entrer des nouvelles silhouettes, au-delà de, oui, il y a de la xénophobie, oui, il y a des impensés, oui, il y a des obstacles, mais il y a eu aussi, et moi je l'ai vécu jeune chercheuse, il y a une demande forte des institutions patrimoniales de changer leurs habitus et d'essayer de faire de la place à ces récits-là, mais il y a une reproduction sociale des corps de ces administrations qui font qu'elles n'ont pas forcément
des parcours militants dans les quartiers, fait des thèses d'histoire sur l'immigration ou en sciences politiques ou en sociologie, et elles n'ont pas forcément un bagage pour changer les paradigmes de certains métiers du monde du patrimoine. Et je pense que c'est là que le monde, la société civile et notamment les associations et les militants de quartier ont joué un rôle de courroie de transmission entre cette demande sociale de changement, de récit, et cette main tendue on va dire, des institutions patrimoniales pour changer leur paradigme et faire de la place à ces récits. Et c'est dans cet âge-là qu'on se situe aujourd'hui, dans les années 2020, où maintenant ce décloisonnement du récit en dehors du musée de l'immigration, qui reste central, mais qui devient un partenaire pour d'autres pour en parler, fait que ce nouvel âge dans lequel nous sommes du récit, quelle que soit l'issue de cette élection présidentielle, ce mouvement est en marche. Jeu de mots, c'est une blague pour toi, Pascal. J'ai entendu. Voilà. Mais rien ne peut l'arrêter, parce que notre société, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, ne survivrait pas à cette absence de récit. Je pense que les travaux de Rachid récemment l'ont démontré. Il y a un désir de reconnaissance qui est tel que c'est un point de non-retour qui nous oblige à trouver les moyens de ces récits, les moyens du dialogue de ces mémoires et de ces histoires pour faire France, pour faire société. Sinon, je ne donne pas cher de ce fameux vivre ensemble que nous chérissons toutes et tous. Et c'est pour moi symbolique ce soir ici à Clichy-sous-Bois de le faire ici, parce qu'il y a des villes comme Clichy-sous-Bois qui sont à l'initiative sur ces questions, parce que c'est leur territoire et c'est l'histoire de leur peuplement. Mais il y a des territoires en France qui sont vierges de ces récits, qui n'ont pas développé d'intérêt particulier et qui doivent aussi être impactés, entrer en considération pour cette diversité, quelle qu'elle soit. Juste de manière un peu ironique, la première exposition avant de venir ici était à Reims. On a choisi de la faire dans le musée Saint-Rémy. Et comme vous avez tous bien appris à l'école votre histoire de France, vous vous rappelez qui était Saint-Rémy. C'est celui qui a couronné quelque part Clovis et qui a fait cette tradition que tous les rois de France, après, allaient au creuset de cette histoire de France, là-bas, à Reims. C'est aussi pour ça qu'on a commencé, le sacre, commencé notre histoire là-bas. Je répondrai à une dernière chose à monsieur qui me paraît aussi très important dans les mécanismes de reproduction des modèles du dominant. Si les femmes ont été très peu présentes dans les noms de rue, c'est parce que pendant très longtemps, dans les commissions des noms de rue et dans les élus, c'était des hommes qui décidaient. C'est assez simple comme mécanisme. Les hommes ne se posaient même pas la question de donner des noms de rue à des femmes. Donc, vous regardez à peu près les noms de rue en France en 1950, vous découvrez qu'il y a très peu de noms de femmes. Il y a aussi ça. On voit que dans les conseils municipaux, et moi, les appels que j'ai de jeunes élus, qui ont souvent pris la question de la mémoire, de la citoyenneté, ou qui ont pris la question des quartiers populaires, ou qui sont adjoints sur ces enjeux-là, sont souvent des 32, 33, 34, 35 ans, qui ont une carrière politique plus ou moins longue, qui se sont emparés de ces questions et qui se posent la question de l'espace public. C'est-à-dire qu'eux se sentent souvent concernés par leur récit personnel, mais aussi concernés par leur récit politique. Et ils se sentent une responsabilité de faire, d'agir. C'est pas neuf. Souvent, quand j'ai des élus qui me posent cette question-là, ils me disent, voilà, on est la première génération. Je dis, pas du tout. Avant vous, il y a 25 ans, il y a une génération qui a fait pareil, c'est les Pieds Noirs, quand ils sont arrivés dans les conseils municipaux et qui se sont battus pour qu'il y ait des noms de rue d'anciens Pieds Noirs, souvent militants de l'Algérie française. Si vous allez vous promener dans le sud de la France, vous avez fait beaucoup de carrefours, beaucoup de noms de rue, et les Salans et les autres. Ce que je veux dire, c'est que ça correspond aussi aujourd'hui à un changement. Pourquoi ? Parce que vous avez un adjoint qui dit à un moment dans une mairie, ce serait bien que. Et vous déclenchez par cette prise de conscience-là un mécanisme. Si vous n'avez pas ces acteurs-là, eh bien, ces personnes sont oubliées et ne rentrent pas dans l'espace public. Très souvent, on parle de la statue de Colbert qui est devant l'Assemblée nationale. J'ai toujours un doute de date, mais je crois que c'est 1925 ou 1926. Ce n'est pas une statue qui a été construite au XVIIe ou au XVIIIe. Le commémoratif arrive souvent très tard dans le récit. Donc un siècle et demi, 2 siècles après, penser à quelqu'un, ce n'est pas pour forcément seulement ce qu'il a fait à l'époque. C'est ce qu'il symbolise dans le moment présent. Vous voyez, cette dialectique, elle est compliquée. Le commémoratif, il est particulier. Il faut des individus, ça correspond à une époque. Comme l'a dit aussi Naïma, ça correspond à des enjeux du temps. L'équilibre dans les noms de rue aujourd'hui hommes-femmes correspond par définition à un reflet de la société et aux enjeux du présent. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, personne ne vous parlait de l'équilibre hommes et femmes dans les noms de rue. Ce qui devient pour un élu aujourd'hui, s'il ne le fait pas, une potentielle critique forte qu'il va pouvoir avoir. Donc, toutes ces raisons ont fait que beaucoup ont été oubliés.
Ils n'ont pas trouvé leur place ni dans les manuels scolaires, ni dans le récit national, parce que tout simplement, personne ne s'est penché sur eux, ou personne n'a souhaité qu'ils soient, ou tout bêtement, d'autres ont pris leur place à un moment. Vous avez un rapport qui est multiple, ce n'est pas une seule raison. En même temps, tu l'as dit tout à l'heure, Picasso n'a pas été oublié, mais une expo sur Picasso l'étranger, c'est nouveau. Jusqu'alors, on parlait de l'artiste, pas forcément du non-citoyen. Vous voyez, il y a aussi un temps qui veut regarder autrement l'histoire et différemment. Tu voulais peut-être sur ce point des... Non, vas-y, vas-y. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a une prise de conscience, mais qui n'est pas récente et qui n'est pas que française d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est un mouvement international où on a cette volonté aussi d'ouvrir un peu le champ des possibles, de regarder un peu ce qui s'est passé ailleurs, de rétablir un certain équilibre aussi dans cette vision historique. Donc la France en fait partie, mais pour avoir fait un certain nombre de projets à l'étranger, on se pose exactement les mêmes questions en Europe, aux États-Unis, au Canada, sur ces sujets-là. Et c'est un débat qui est sain aujourd'hui de se poser ces questions-là. On ne va pas réécrire l'histoire, mais c'est, encore une fois, ce mouvement positif, et je te rejoins, on ne reviendra pas en arrière. C'est lancé, et quoi qu'il advienne, on va continuer dans cette voie, et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Je vous trouve super optimiste, mais ça c'est un autre sujet. On en parlera après, devant l'expo. Encore 2 questions. Jeune fille, pardon, Pascal. T'es où? Une jeune fille ici du collège Louise Michel qui veut poser 2 questions. Et après? En fait, c'est parti de quelle idée l'exposition? Pardon? C'est parti de quelle idée l'exposition? Alors, quand je disais tout à l'heure avec Madame la ministre Nadia Hay, on a fait un rapport pour aider les élus, les maires, si tu préfères, à pouvoir donner des noms de rues. Donc en fait, on s'est dit, ils n'ont pas le temps de faire de l'histoire, les maires, ils travaillent beaucoup, ils ont pas mal de boulot. Donc on va les aider en leur donnant 318 fiches super précises. Et un jour, Aurélie est venue me voir en me disant, c'est bien ton truc, mais ça manque d'images. C'est pas assez fun. On pourra en faire une expo qui va mieux transmettre, et je trouve qu'elle avait raison, mieux transmettre ses récits. Donc tu vois, ça a commencé par une sorte de livre destiné aux maires, travail qu'on a fait ensemble. Ça a été après transformé en une expo au Musée de l'Homme. Et depuis, comme plein de villes en France souhaitent avoir cette expo, on l'a fait sous le format que tu as vu là. Donc voilà le cheminement en à peu près 1 an et demi pour arriver à l'expo. Deuxième question. Et deuxième question, pourquoi Anne Frank n'est pas dans l'exposition? Très bonne question. Parce qu'elle a Anne Frank. Vas-y. Anne Frank, qui est une figure importante, et je vous en renvoie à son journal, bien évidemment, n'est pas une figure de l'histoire de France, même si je recommande fortement la lecture et m'intéresse à la mémoire d'Anne Frank. Et ça exclut forcément des personnalités comme Nelson Mandela, comme Gandhi. Mandela n'a pas vécu en France, Anne Frank n'a pas vécu en France, et l'idée du recueil, c'est de choisir des gens qui avaient... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des places et des rues Anne Frank, hein, ou Salvador Allende. On est bien d'accord. Ça veut dire que là, on a cherché des gens qui étaient liés au récit français, qui étaient venus de l'ailleurs, des Outre-mer, de l'étranger, ou leurs parents, et qui étaient eux-mêmes restés étrangers ou qui étaient devenus citoyens français, mais qui étaient liés à l'histoire de France. Sinon, ce n'est pas 318 qu'on aurait, c'est 1318. Tu vois, ça a été un choix. C'est le choix qu'on s'est posé entre nous. D'ailleurs, on a eu un grand débat sur le juridique, par exemple. Est-ce qu'il fallait prendre que des étrangers? Est-ce que les ultramarins étaient dedans? Ce qui a fait d'ailleurs beaucoup de débats politiques avec certains ministères à l'époque, parce qu'on n'a pas choisi une vision juridique de la question. On a choisi être partie prenante du récit français. Et par exemple, pour certains révolutionnaires qui ont lutté contre l'esclavage, c'était compliqué. Ils ont été français du côté de la Révolution française avant de se battre après, des fois, contre Napoléon Bonaparte. Et si vous prenez, par exemple, des grands résistants de la Seconde Guerre mondiale, Manoukian, par exemple, pour certains, il y avait un débat. Alors que maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle de Manoukian qui va potentiellement rentrer au Panthéon. Il y avait monsieur, ici même, qui avait une question. Oui, on avait une question d'un collégien. Ah pardon, allez-y, et après ce sera monsieur, je suis pas très bien. Allez-y, pardon, je ne vous voyais pas. On ne voit pas avec la lumière, c'est de ma faute. Oui. Bonjour. Bonsoir. C'est pour savoir si les historiens et les chercheurs, vos découvertes influencent les lois par rapport au racisme. Tu veux répondre? Les questions difficiles, je les passe toujours à Rachida. C'est un truc simple. T'as une question dure? Rachid, c'est pour toi. Si les chercheurs avaient un impact sur les politiques, ça se saurait. Non, la question, à mon avis, de la recherche, c'est justement comment
créer le lien avec la société civile, avec les jeunes, avec les collégiens, les lycéens. C'est-à-dire comment mettre à disposition, parfois avec tout ce travail de médiation, de vulgarisation, toutes ces données, voilà, pour les jeunes. Voilà. Et moi, je dis souvent que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et quand on a trop de certitudes, au niveau politique, au niveau de la recherche, on n'avance plus. Et quand il y a des chercheurs qui viennent interroger ce qui est établi, ce qui est évident, ça commence, c'est important. Et donc, à partir du moment où la recherche historique, là, pour ici, vient inquiéter nos évidences et nos représentations, là, ça devient politique. C'est plutôt ça. Je dirais que le politique, pour moi, il s'articule à cet endroit-là quand il vient inquiéter l'histoire que l'on se raconte et quand on est capable de l'ouvrir et de voir qu'elle est beaucoup plus complexe que cela. Je peux juste rajouter un mot. Vous faites franchement, j'adore les collégiens de Clichy-sous-Bois, parce qu'ils posent des questions super pointues. Tu as mis la pression, Rachid. Hein, et là, il va rentrer chez lui, il va dire, est-ce que j'ai une influence sur les politiques? Ça va lui prendre la nuit. Non, je dis, blague à part, on fait de la politique. Des fois, on nous fait le procès un peu. Ah, vous faites de la politique. Je dis, mais quel historien, quel chercheur, quel sociologue, quel anthropologue ne fait pas de politique? La chose est politique, parce qu'on répond à une demande. J'ai parlé de demande sociale, c'est aussi une demande politique. Et on influence, parce qu'on rend un rapport au président de la République, à la demande de Madame la ministre. Le président de la République réagit. Et certains esprits chagrins lui disent, mais comment ça, vous voulez arroser notre belle France pittoresque de noms de noirs et d'arabes? C'est ce qui est ressorti, c'est l'écume de la discussion, alors que c'est caricaturé ce que nous proposons. Et en plus, effectivement, à partir du moment où la chose politique répond à la demande sociale et est nourrie par nos travaux, on fait de la politique et on influence, je suis optimiste, légèrement les politiques publiques. En tout cas, on ne la laisse pas tranquille, la chose politique. C'est ce que je voulais dire. Et ça m'a appris au moins moi une chose, c'est quand j'ai discuté avec des maires, au départ, je n'étais pas vigilant sur une question que plusieurs maires m'ont posée sur, voilà, on voudrait remplacer telle plaque de rue. Au départ, je n'avais pas le réflexe tout de suite de dire non, oh là là, touchez pas à votre plaque de rue, oh là là, vous n'avez pas une nouvelle rue qui va se créer, un lotissement. Mais bien sûr, si, voilà, faites du neuf. Parce que dès que vous créez, même si ça peut se comprendre, vous avez la rue des Sables, la place des Pâquerettes, ok d'accord, j'ai dit à la place des Pâquerettes, quelle révolution dans l'histoire, mais en même temps, oh là là, vous allez perturber des gens. Les pâquerettes sont importants. Je sais, tu as raison. Tu me dis toujours qu'il faut aimer les fleurs et tu as raison. Ne fais pas de discrimination. Exactement. Et bien, je me suis rendu compte que tout de suite, on touchait à quelque chose qui pouvait faire que certains allaient s'opposer, non pas parce que le nom arrivait, mais parce qu'il en enlevait un autre. Donc il faut être très vigilant dessus. Et je dis toujours aux élus, faites du neuf. Elle a dit, faites pas de grands remplacements, c'est ça? Arrête, trop facile. Je t'ai obligé. Trop facile. À toi, la dernière question pour clôturer ce tour de table. Nous t'écoutons. Bonsoir. J'aimerais savoir quel est le personnage qui a généré le plus de débats entre vous et pour quelle raison? Rachida, non, j'ai pas. Non. Alors je vais te dire, ça va te surprendre. Ça n'a pas été un si long débat que ça, parce qu'en fin de compte, très peu l'ont soulevé, à part 2 ou 3 d'entre nous. Et, bon, bien sûr, il y a des gens qu'on n'a pas retenus, parce qu'on a découvert qu'ils avaient, quand on a travaillé en tant qu'historiens et chercheurs, qu'ils avaient dans leur parcours, ils avaient fait des choses extraordinaires, puis quelques petites choses qui n'étaient pas terribles, donc ils ont été enlevés. Ce qui est normal. Voilà. Par contre, on a découvert sur un grand personnage que tout le monde d'entre vous doit connaître parce qu'on vient de fêter son centenaire, qui s'appelle René Maran, qui est le premier Goncourt noir, donc qui était un grand monsieur, qui était un grand écrivain, qui en plus écrit des textes contre le colonialisme extrêmement forts en 1921, qui va gagner ce premier prix. C'est que le Goncourt, c'est le prix que tous les écrivains, pour d'abord devenir riches et être connus, veulent gagner. Et donc, René Maran, après avoir écrit ce roman, va avoir une carrière K1K, on va dire. Et il va notamment terminer dans les années 36, 37, 38, du côté de journaux très, très, très marqués à droite, voire plus qu'à droite. Et à un moment, on soulève la question entre nous, on s'est dit, est-ce que son œuvre, ce parcours, fait qu'il est toujours, quand on a lu la bio, toujours dans notre panthéon? Et en fin de compte, on n'est même pas parlé comme ça. Personne n'a dit, non, il doit dégager parce qu'à un moment, dans son parcours, son opinion politique, celle-là, donc on l'a écrit, et c'est écrit dans le recueil. Nous avons dit qu'il a été. Nous ne sommes pas fiers de ce moment-là de son histoire. Mais tu vois,
Ça a été un petit débat. Lui, on s'est quand même à un moment posé la question, parce que tu cherches quand même l'exemplarité. Tu cherches à faire que nos 318 personnages, ils ont des parcours de vie parfaits, mais en fait, tu te rends compte de quoi? Ça n'existe pas des parcours parfaits. Aucun d'entre nous ici n'a un parcours parfait. On a tous fait, même toi Rachid, on a fait, même toi. Et je sais plein de choses sur le portable, Rachid, fais attention. Parle pour toi. Hein. On a tous dans nos vies des choses qui ne sont pas toutes exemplaires. Eh bien, on a choisi de le laisser, mais en racontant son histoire pour que chacun soit juge. Pourquoi? Les historiens, les chercheurs, ce n'est pas des juges. Et on doit être le plus honnête possible quand on raconte les choses. Et on doit dire les choses. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est à un élu, à des citoyens, à un conseil municipal, à chacun d'entre nous ici, de faire la part des choses. Et d'avoir, comme disait la question qui était posée tout à l'heure, le maximum d'éléments, le maximum d'informations pour dénoncer le racisme. Le maximum d'éléments pour choisir ou pas quelqu'un. Et peut-être que dans 20 ans, ce que vous avez choisi aujourd'hui, ce seront d'autres dans 20 ans. Mais au final, il faut accepter aussi qu'il y ait de la non-perfection dans les noms qu'on propose. Bon, ceux qui avaient des sales casiers judiciaires ou qui n'avaient pas eu des bonnes relations matrimoniales avec leurs épouses à l'époque ou qui n'avaient pas toujours été très très bien sur des moments d'histoire très très gravement, eux, je te rassure, ils ont eu un vote contre eux. Mais il y a eu un débat sur René Maran. Après, ça a plutôt été des débats des affinités de chacun. Moi, par exemple, j'adore l'histoire du sport. Lui, il n'y connaît rien. Qu'est-ce que tu veux que j'aille essayer de lui expliquer pourquoi des grands joueurs qui ont été des stars méritaient d'être dans le recueil? Il ne comprend pas le football. Donc, c'est désespérant de le dire. Tu vois ce qu'il fait là? Il a toujours besoin de disqualifier les autres pour exister. Ça en dit long sur le mec. J'ai été champion de France de kickboxing, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Et je te rappelle que Ben Barek est dans le recueil, sinon je ne serais pas ici ce soir, tu ne l'aurais pas autorisé. Ben Barek a été l'un des plus grands joueurs en équipe de France, venant du Maroc, dans l'équipe de France, avant les années 30, un immense joueur qui a joué, non pas au PSG, qui n'existait pas encore à l'époque, mais à l'OM. Et ça a été le Zidane des années 30. Une star incroyable qui restera plus de 12 ans en équipe de France, avant-guerre et après-guerre, et il est dans le recueil. Tu sais, maintenant, on dit le Mbappé des années 30. Non, le Zidane des années 30. Ça, c'est une question de génération, des amis. Je pensais que pour Mbappé, on disait que c'était le Mbarek des années 2020. Voilà, en tout cas... On a encore 2 questions. Pardon, alors, elles sont où? Vous êtes où? Allez-y. La dernière question, elle sera où après? Je ne me trompe pas, il y a vous et là. D'accord, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. En fait, dans l'exposition et le recueil, c'était d'essayer de retracer ou donner le portrait de la France, de notre histoire par rapport à la France actuelle. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut attendre de passer dans la postérité pour exister? Sachant que nous, on a un besoin d'existence. C'est la raison pour laquelle et la réponse du petit garçon qui dit que je suis là depuis 4 générations, c'est-à-dire que retracer le portrait de personnalité, pas dans ce qu'elles ont réalisé, mais dans ce qu'elles étaient réellement, c'est-à-dire des Français comme nous, j'aurais tendance à dire, comme moi Farid, ça m'inquiète un petit peu. Ça voudrait dire qu'à quel moment on va être les enfants actuels ou à quel moment on va devenir les gens actuels? Soyez pas inquiets. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension mémorielle. La dimension mémorielle, ce que expliquait Maman Rachid, c'est tout ce qui, avant nous, explique le chemin pour arriver jusqu'à nos jours. Et c'est vrai que vous choisissez plutôt des gens qui ont disparu pour le faire. Quand un Français va à l'étranger et qu'il essaye d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que la France, il va peut-être prendre Jeanne d'Arc, Clovis, un tel. Un autre va peut-être prendre Slimane Azem. Mais il va raconter par des petits bouts, à un moment, son identité. C'est ça qui fait qu'on se positionne par rapport à un environnement, à l'international, à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que dans notre présent, vous n'avez pas des héros du présent et vous-même qui vous entourent. La preuve, elle vient de citer Mbappé. On a besoin de ces 2 niveaux. Ceux qui sont issus des mémoires et ceux qui sont issus comme exemplarité du présent. C'est ça qui fait notre récit. Nous, on n'a pas travaillé sur le présent, même si entre nous, on aurait eu envie. Mais la République nous a dit, vous ne pouvez pas savoir comment va finir quelqu'un dans le présent. Travaillons déjà pour améliorer nos rues sur ceux qui ont disparu. Parce que là, on est capable, comme je lui ai dit, de regarder toute l'histoire. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on se constitue, vous comme moi, qu'avec des gens du passé. Moi, j'ai besoin de plein d'acteurs d'aujourd'hui, de plein de gens qui vivent dans le présent, de plein de gens qui se réalisent, parce qu'il faut autant partie de mon identité que ceux du passé. Ben voilà, c'est mon ressenti. Donc, soyez pas inquiets. Vous pouvez être applaudi de votre présent.
Et c'est aussi important qu'applaudir ceux du passé. Parce que la reconnaissance dont parle très souvent Rachid, et je le rejoins dessus, c'est à la fois une reconnaissance dans l'histoire et une reconnaissance aujourd'hui. Comme si, tu me dis si je galvaude tes mots, mais comme un citoyen d'ici, aujourd'hui, dans le présent. C'est une double reconnaissance. Mais on pense qu'elle est liée. On ne peut être reconnu aujourd'hui dans ce que l'on est que si on reconnaît nos aînés dans le récit, dans leur récit et dans leur histoire. En fait, c'est reconnaître ses parcours. Et c'est vrai, et ça rejoint la question de la représentation. Quelle est la représentation que les Français se font de la société française ou même de la France? Et c'est pour ça que ces récits ont pour objectif de bouger ces représentations. Moi, je dis souvent que la France se voit comme un tableau de Renoir alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. Et quand on voit vraiment ces 318 personnalités, on s'en rend compte. Et donc, le grand problème pour qu'il y ait un changement, c'est d'abord de mettre en adéquation ce que nous sommes avec la représentation de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Et il y a un gouffre entre ce que les Français, la manière dont les Français se représentent l'histoire de France et ce qu'elle est réellement. Et ce travail-là, c'est justement pour permettre qu'il y ait une espèce d'adéquation entre ce que nous sommes réellement, et ces bribes disent quelque chose. Et c'est pour ça que dans d'autres villes, ils partent par exemple à Trappes, ils partent aujourd'hui de ces 318, mais ils ajoutent d'autres noms. Et je trouve ça très intéressant qu'ils puissent s'approprier ça et eux-mêmes proposer d'autres noms pour que la population puisse s'en saisir. Et à partir du moment où la population est capable de s'en saisir, d'en débattre et de rajouter des noms ou de modifier d'autres noms, je trouve que le travail est accompli lorsqu'il y a ce phénomène d'appropriation. Je veux dire, c'est bientôt la rupture du jeûne, je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est important. Je plaisante. Parce que monsieur Olivier Klein nous a fait une harira, donc il y a de la soupe, c'est pour ça. Non, reste tranquille, une shorba. Laissez répondre à Amélie. Tu pourrais reconnaître la harira, je reconnais shorba. Ah bah là, on est parti, on n'arrête plus. Vas-y. Non, ce qui est important aussi, c'est cette histoire, en fait. À un moment donné, si j'ai proposé de faire cette exposition, c'est aussi parce qu'il y avait cette profondeur historique qui éclaire justement le présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus fort dans le présent grâce à cette histoire-là. Et de la mettre en avant sur un temps long, parce qu'on n'est pas juste en train de dire « Ah, regardez ce qui se passe depuis la décolonisation, depuis… » Non, c'est avoir cette focale beaucoup plus longue dans le temps qui permet justement d'être beaucoup plus fort aujourd'hui dans qu'est-ce qu'on est dans le présent et comment on se projette dans le futur par rapport à cette histoire-là. Et je crois que ça, c'est aussi un point très important de ce rapport. C'est pas anodin, ces 230 ans d'histoire. Ils apportent quelque chose de fondamental au projet, en fait. Voilà. Tu as la parole. Oui, d'abord pour vraiment vous remercier du fond du cœur de la qualité de cet échange et d'avoir eu la chance d'avoir eu ce temps d'échange à Clichy. Je suis très heureux qu'avec Pascal, on ait eu l'idée d'enregistrer cette soirée, parce que je pense vraiment que d'avoir ce débat de ce niveau-là ce soir, c'est extrêmement important. On verra comment on l'utilise ensemble. Et vraiment vous remercier. Je partage ce que dit Farid, l'importance du quotidien et des héros du quotidien, elle est extrêmement importante. Elle nous constitue tous, et vous, présents, enfin, vous êtes aussi cette partie de cette histoire contemporaine et ce que vous apportez. Et juste parce que j'ai été culpabilisé par le tout début de ce que tu as dit à Clichy ces dernières années, et c'est vrai, on a inauguré une rue Martin Luther King, on a inauguré une rue Nelson Mandela, on a inauguré une piscine Rosa Parks, mais comme tout le monde, parce qu'on n'avait pas votre travail, parce que d'une certaine manière, c'était simple, c'était rassurant, parce qu'on avait de nouveaux équipements et qu'on avait cette chance-là, parce que mes prédécesseurs, je ne parle pas de Clotilde bien évidemment, mais mes prédécesseurs d'avant n'avaient aucune envie d'honorer ça. Et les Clichychois ont participé toujours à ces choix de nom de rue. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une rue des tirailleurs africains, et ça a été un choix des Clichychois. On n'a pas su en honorer un plus qu'un autre, mais vraiment pour nous, c'est une vraie chance aussi d'avoir cet outil à notre disposition qu'on va mettre maintenant dans chacune des inaugurations de voies nouvelles ou de nouveaux équipements publics. Parce que oui, il faut honorer ceux qui ont fait l'histoire, les luttes contre toutes les discriminations et ce qu'on a fait. Enfin,
Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez à quel point Mandela a compté dans mon parcours personnel de jeune militant. Mais voilà, vraiment, je veux vous remercier et du débat et de nous avoir fourni, à nous les élus, et aux Clichois et aux habitants des quartiers populaires, cette capacité d'élargir le choix. Merci encore de l'accueil et merci à tous pour cette belle soirée. Merci mes amis, merci à vous trois.